La violence est partout. Lol, encore une bonne manière de commencer un TikTok. Même si on ne s'en rend pas compte, ces effets sont réels. Il y a des personnes qui sont admirables, tant elles savent adresser immédiatement une situation pour ne plus avoir à y penser ensuite. Tandis que d'autres, non moins admirables, accumulent les frustrations et même des micro-frustrations jusqu'à former une masse informe d'énergie négative qui ne demande qu'à être évacuée. La violence est comme des chocs sur une vitre. Un seul coup peut la briser, autant que 1000 petits. C'est-à-dire que l'énergie, mécaniquement, s'accumule dans la trame du verre. Et un jour, crac, on ne sait pas pourquoi, ça explose. Disons qu'à ce moment-là, pour être cohérent avec nous-mêmes, l'explosion de colère n'a plus guère le loisir de s'appesantir sur ce que l'autre va ressentir. Il faut que ça sorte. Dans le même ordre d'idées, un certain Nikola Tesla, âgé de 17 ans, fut à deux doigts de faire s'effondrer son immeuble à la seule force d'un petit marteau qui frappe délicatement sur le mur à un rythme précis. Et il est sorti de là en courant avec sa machine sous le bras. Il venait de découvrir l'effet de résonance. Heureusement que ça a suffisamment résonné dans sa tête pour qu'il pense à débrancher la machine. C'est un peu la même chose que si un pied géant avait frappé cet immeuble. Il se serait mis à vibrer jusqu'à ce que son état se stabilise. De ceci, nous pouvons observer deux cheminements inverses, la montée en pression jusqu'à la mise en résonance et la stabilisation qui s'ensuit. Si on se fie à cette image, le choc peut très bien provenir de l'extérieur, d'un coup de pied géant sur l'immeuble, on va dire, et il en découle un traumatisme. Et à l'inverse, l'accumulation de frustrations qu'on appelle les toxines psychologiques conduit à ce même choc dont les séquelles sont identiques. Ok, c'est une image simpliste, mais elle peut nous servir de base. En tout cas, c'est le moyen que trouve le gentil cerveau, toujours au service de la vie, pour évacuer son énergie négative, si on peut appeler ça comme ça. En faisant cela, il cherche à fabriquer des réponses anticipées pour la prochaine fois, ce qui, entre parenthèses, est l'apanage de la justice. Bon, c'est vrai que c'est un peu bête parce que finalement on espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Et surtout d'autre part, il n'y a que ces symptômes, il aurait été plus utile de les avoir avant le choc initial. Le gentil cerveau est un animal simple et même s'il a l'air intelligent, il a besoin d'une conscience. À la base, il ne fait qu'exprimer le besoin de posséder un moyen de se défendre. Mais il ne peut pas le faire tout seul. Il faut lui donner ce qu'il demande maladroitement, c'est-à-dire un moyen de ne pas accumuler de frustration. On va dire qu'un traumatisme est le fait qu'un choc ait du mal à être digéré. Lorsque le traumatisme est endogène, on va dire ça comme ça, c'est l'accumulation de frustration qui produit le traumatisme. S'il est exogène, si par exemple un frigidaire vous tombe sur la tête, la question à résoudre est pourquoi, comment et surtout comment l'éviter. Quel est ce monde où il pleut des frigos? Le traumatisme est complexe si les réponses anticipées qui sont recherchées doivent contredire les raisons qui ont été à la base de l'accumulation de ces chocs. Et ces raisons n'en sont pas objectivement. C'est un état d'être ou même le seul fait d'être un enfant qui avait besoin de se sentir en sécurité ou encore une personne qui s'attelle à respecter des principes et des croyances. Et tout ça se retourne contre elle. Dans les deux cas, ce qui est recherché vole en éclats. Et dans ce cas, la fabrication de réponses anticipées se fait sur un large spectre de possibilités, jusqu'à finir par ébranler la confiance en soi. Dès lors, l'accumulation de micro-frustrations continue alors que le but est de résoudre le choc produit par l'accumulation de micro-frustrations. C'est ça qui est terrible avec le stress post-traumatique, c'est que, à l'image de l'immeuble de Tesla, ou même d'un séisme, il y a des répliques qui reviennent ensuite. Dans un séisme, l'onde de choc souterraine remonte jusqu'à la surface, retourne à sa source et rebondit encore, ce qui provoque une réplique. Et lorsque les ondes de surface se télescopent, apparaissent des ondes de cisaillement qui transforment le sol en une nappe qui serait soufflée par le vent, provoquant des failles, des déchirures et tout un remodelage de la topologie. C'est amusant, enfin pas trop, mais bon. Et d'ailleurs, ils se sont bien amusés avec l'appareil de Tesla à créer des séismes artificiels. Mais ça, c'est une autre histoire. Sur le plan psychologique aussi, on peut créer ces séismes. Si on répète un toc-toc de manière répétitive, au bout de 3 fois, il devient un peu superflu de l'entendre à nouveau. Et si ça continue, là, le système nerveux se met en pelote.
La seule bonne réponse qui aurait évité d'accumuler des micro-frustrations est de savoir répondre de façon appropriée à n'importe quelle situation, dans le feu de l'instant, de la meilleure manière possible, ce qui ne s'acquiert qu'avec la sagesse. C'est en cela que la communication non violente est salvatrice, en tant que méthode d'intelligence, puisqu'elle permet de chercher le pourquoi et de vaporiser tout sentiment de violence, même et surtout pour les petites choses. Allez hop, vous l'avez bien cherché. Cas d'étude, nous avons le témoignage d'un vétéran américain de ceux qui se sont comportés comme des nazis professionnels en Irak, où on parle quand même notamment de 6 à 10 millions de morts, mine de rien, sans que ça n'intéresse personne, mais oui, on a le droit. Il dit « Nous disons que la violence est comme un manteau, que vous pouvez mettre et enlever quand vous le choisissez, mais cette façon de penser est tragiquement erronée. La violence travaille son chemin dans votre corps et même dans votre âme. Il fait remarquer que ce qui est trop douloureux et horrible a tendance à être enfoui et minimisé. Il s'agit alors de ce qu'il appelle une forme souterraine de la violence, qui agit sur la façon de penser et qui ronge son humanité, s'attaque au corps et à l'esprit. Pire encore, dit-il, dans une culture qui glorifie la violence, alors qu'elle pénètre toutes les sphères de la vie, les rues, les lieux de travail, les tribunaux, les universités, les institutions, l'accès aux soins de santé, la sécurité alimentaire, on a pris l'habitude de croire qu'il n'y avait pas d'autre solution que la violence. Et ce vétéran, en particulier, explique qu'il doit s'efforcer de résister à ça pour guérir de ses propres plaies, notamment en refusant la peur et en utilisant l'humour, l'amour et l'espoir. Ref 296471. Ce qu'il y a, c'est que, si on peut se permettre un petit commentaire, suite à un gros traumatisme, c'est comme s'il se dissipait en s'éparpillant jusqu'à devenir informe. Mais, sans avoir les outils pour traiter ces morceaux de douleur, appelons ça comme ça, ils peuvent se réassembler en nouveaux chocs qui viennent s'ajouter aux autres. Et alors, ce ne sont plus tant les causes, connues ou confuses, du choc qui posent un problème, que les multiples larves qu'elle a laissées et qui sont mises à germer, provoquant, par un effet de rémanence, des toxines psychologiques qui iront s'agglomérer en nouveaux chocs, et ainsi de suite. Finalement, l'acquisition de micro-frustrations est comme la seconde partie d'un choc traumatique, qui, par effet de réplique sismique, va finir par avoir les mêmes effets qui consistent à intoxiquer le corps et l'esprit. Et pour s'en défaire, il faut réformer la perception qu'on a de ces attaques et de soi-même, de façon à leur conférer une identité, un cadre, et ainsi conserver une saine distance avec ces événements.